Énième numéro de votre magazine, l'émission intelligente de la communication plus télévision. Dames et messieurs, nous émettons depuis Kinshasa, la ville de Caire bat en permanence, tout comme l'actualité qui ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, nous allons rester toujours sur les sujets d'actualité. Question pour nous d'éclairer l'opinion publique sur plusieurs questions, notamment de l'actualité qui reste dominée par la formation du gouvernement, tant attendu et normal. Et récemment, la question de l'insécurité à l'est du pays persiste encore. On va parler des efforts diplomatiques. On va également essayer d'évaluer l'évolution de la force de la SADC sur les terrains, comment évolue la chose, et également plusieurs cessent de décrier cette velléité criminelle de Paul Kagame, président rwandais, qui continue à soutenir le M23, qui continue à causer de la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dames et messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour ces numéros sur ces plateaux de CEPLIS Presse Oscar Lukusa, communicateur de l'ACP et également chargé de communication de la gouverneure Rita Bola. C'est une première, Oscar. Bienvenue dans CEPLIS Presse. Merci de Soka. Je salue tous les téléspectateurs qui ont la chance de me suivre en ce moment. Et ça fait vraiment une belle irrite que nous n'avons pas eu le temps de communiquer ensemble de communier avec nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ça fait longtemps, on n'a pas communiqué ensemble, on n'a pas communiqué. C'était pour des raisons X ou Y, mais aujourd'hui nous sommes revenus pour que nous puissions ensemble décortiquer l'actualité et savoir faire l'état des lieux de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Oscar Lukusa qui nous a fait honneur de répondre à notre invitation. Également nous aurons Jériel Kassia, vous êtes juriste, essayiste en philosophie politique, c'est également une première, bienvenue. Merci beaucoup Divin, et la joie est pour moi également de communier avec vous aujourd'hui. Et je salue tous les téléspectateurs, nos compatriotes qui nous suivent de partout. Et je pense bien que nous allons passer un bon moment en partage avec mon co-débatteur, si on va les faire en contribution ou on est en tout cas, ça sera de manière républicaine. En contradiction. Mais dans tous les cas, nous allons tous profiler ou prendre la trajectoire de trouver la voie de la raison. Vous êtes essayiste en philosophie politique. Exactement. À quoi ça consiste ? La philosophie politique est une méthode de pensée qui consiste à étudier les fonctionnements de la société sur le plan politique pour en sortir également les failles et les pistes de solutions. Et dans les cas, in casus speci et dans les casus examens, moi j'étudie la politique africaine, particulièrement congolaise. C'est là, on va également avec l'histoire de notre pays, sur le plan politique, de la culture, mais également de tout ce qui est lié à la sociologie, à notre cosmogonie également, c'est-à-dire nos relations avec les divins et tout ce qui constitue l'organisation et qui également travaille ou va en droite ligne avec l'armature administrative, politique, mais assis sur la pensée. Donc, le mode de pensée qui conduit la politique, qui conduit l'organisation étatique, doit se fonder sur une philosophie. Et la philosophie politique, justement, c'est cette pensée qui vient au service de l'intérêt général. C'est des manières un peu plus simplistes d'expliquer. Est-ce que vous êtes assez nombreux où les gens accordent une attention particulière à ce que vous faites? Bon, je pense bien que les philosophes sont légion dans notre pays. Nous avons des grands philosophes, notamment les professeurs Kamana d'heureuse mémoire. Nous avons des Valentin Yves Moudimbe. Nous avons également tant d'autres philosophes que vous et moi ignorons, mais je vous parle des ducs, de ceux qui sont des grands précurseurs. Nous avons des Freddy Mulumba qui réfléchissent également sur des questions liées à la politique congolaise et aux évolutions, aux mutations sur le plan international et interne ou encore régional. Et pour ma génération, je me suis donné à cet exercice depuis un bon bout de temps et j'ai travaillé notamment avec quelques bons penseurs qui ont également fait de la politique avant nous. En l'occurrence, nous avons eu un ministre de la coopération internationale, une coopération régionale ici, qui est un grand penseur à la base, avec lesquels j'ai eu des échanges, mais également des contributions. Vous parlez de Guillaume Manjolo? Ah, comment vous le savez?
Vous nous avez parlé de son ministère, tout justement. Ah, justement. Ok. Donc, je parle de Maître Justin Guémangeleux, qui est l'un de mes encadreurs en la matière. Nous avons travaillé sur beaucoup de questions. Mais ça évolue quand même bien sûr. Ça. Oui, sur le plan scientifique, c'est vraiment un correspondant et un bon maître. Et sur le plan politique, nous avons des tendances très différentes. Donc, si je dois être beaucoup plus précis sur mon cas, je pense bien que dans ma génération, j'ai fait partie de cette minorité qui s'exerce quotidiennement à sculpter la pensée. Parce qu'il s'agit d'un travail d'orfèvre. Ça s'est fait à la main. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend du bric-à-brac, non. Pour réfléchir sur des questions fondamentales d'une société, il faut aller à la rencontre des aspirations et connaître l'histoire, les présents et se fixer des perspectives pour un futur meilleur. Merci beaucoup, Jurel Kassia, la philosophie et même les fondements de notre société. Déjà, Oscar Lukusa, vous venez de Maïndombe, vous avez vécu les élections de la députation nationale et provinciale également dans ces coins de la République. Comment est-ce que vous avez apprécié ces élections? Merci beaucoup, Divin Tiswaka. Avant de répondre à votre question, je m'en vais d'abord saluer les efforts tant salvateurs du DG de la Régie des Eaux, parce que ça fait un bout de temps. Oui, à Kinshasa, il y avait un problème sérieux en rapport avec les problèmes d'eau potable. Il y a un problème sérieux. Il y avait un problème potable parce que la Régie des Eaux est en train de mettre en place tout un système d'exploitation d'eau et le traitement d'eau potable. J'ai eu moi-même, lorsque je suis arrivé ici à Kinshasa, j'ai moi-même à visiter les différents entrepôts, soit le système qui a été mis en place par les directeurs actuels de la Régie des Eaux. Et nous avons visité même la centrale et on comprend qu'il y a eu maintenant un travail de titan qui s'est fait à la Régie des Eaux. Et partout où il est, nous jetons quand même des fleurs. Et ce sont des gens comme ça que la République a besoin, travailler pour le bien-être de la population et non pour le bien-être, et non pour le bien personnel. Donc je lui dis vraiment, je présente mes sincères félicitations et qu'il continue sur cette année-là, les DG de la Régie des Eaux. Pour revenir à votre question que vous avez posée concernant la vie dans la province de Maïndombe. Maïndombe, c'est d'ailleurs une province qui souffre encore à décoller. Excusez-moi pour les termes, parce que quand on a fait les dénombrements de provinces, Maïndombe, il faudrait signaler que fait partie d'abord de l'ancienne province Grand Bandundu, du Bandundu, quand on était dans le Grand Bandundu. Après les découpages, il y a eu la province de Maïndombe, Kwilu et Kwango. Et il y a eu au moins... Nous avons 3 catégories de provinces après découpage. Il y a certaines provinces qu'on n'a jamais touchées, qu'on n'a pas coupées. Là, je peux parler du Congo central, je parle de la province, la ville-province de Kinshasa. Je ne sais pas s'il y a une autre province que j'ai oublié de citer. Je crois Nord Kivu aussi, je ne sais pas si ça a été coupé ou non, je ne sais pas. Et maintenant, il y a aussi des provinces qu'on a coupées, mais qui n'ont pas gardé vraiment les grandes villes. Donc, qui ont gardé d'abord les grandes villes. Je peux parler même de la province de Haut-Katanga, après découpage, vous voyez. Et maintenant, nous, dans la province de Maïndombe, c'est aussi une province maintenant qui appartient à la 3e catégorie. Après le découpage, on a coupé la province. On avait presque tout abandonné. Il n'y avait rien là-bas parce que c'était comme un ancien district. Alors, nous avons hérité une province où il n'y avait pas d'abord la résidence officielle du gouverneur, il n'y a pas un gouvernorat, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de bâtiments, il n'y a pas de grandes constructions. C'était vraiment une province en lambeaux. Et à l'arrivée de Madame Rita Bola, que j'ai salué en passant, il y a eu au moins des retombées aussi. Il y a eu un travail de titan qui s'est réalisé de l'autre côté. Aujourd'hui, si vous faites un tour dans la ville d'Inongo, chef-lieu ou la capitale institutionnelle de la province de Maïndombe, vous allez vous rendre compte que il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le macadam, parce que là-bas on construit maintenant un boulevard moderne d'ailleurs qu'on a baptisé boulevard Rita Bola. Et aujourd'hui quand même ça fait aussi la fierté de la province. C'est la toute première fois ou la toute première route modernisée où on trouve aussi quand même le macadam depuis que Maïndombe est Maïndombe. Là-bas si vous fréquentez, vous n'allez pas trouver une route en béton. Ça n'existe pas avant l'arrivée de Madame Rita Bola. On a comme l'impression qu'il a amené beaucoup de réformes dans cette province. Beaucoup de réformes aussi. Elle n'a pas été élue. Voilà, je vais y arriver. Et aussi, allez-y, parce qu'on doit prendre... Nous sommes arrivés... J'ai encore mon temps. J'ai encore mon temps pour débattre en face, plus parce que tout son temps. Et j'ai vraiment aimé sa façon de communiquer. Il a expliqué quelque chose qui m'a fait très bien à l'oreille. Quand il a expliqué
le fonctionnement de la philosophie politique. Et c'est ma première fois aussi vraiment d'entendre ça. C'est vraiment une bonne matière. Je pense qu'on va on aura le temps d'échanger aussi ensemble. C'est une bonne chose vraiment. Alors, Rita Bola, dire qu'elle n'a pas été élue, c'est plus fort. Rita Bola n'était qu'une candidate alignée aussi sur la liste d'un parti politique, d'un regroupement politique ACP-A. Alors nous sommes allés aux élections. Alors elle ne pouvait pas se comporter en délinquante ou soit marcher avec la CENI dans sa poche. On avait mis des témoins dans les différents bureaux de vote. On avait plus de 65 bureaux de vote dans la ville d'Inongo, mais il y a eu des choses qui se sont déroulées là-bas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons saisi officiellement la cour d'appel du Maïndombe. Nous avons présenté presque tous nos moyens de défense. Et on s'est rendu compte que celui qui était le président de la cour d'appel de Maïndombe était déjà un candidat d'abord. Au départ, avant qu'il soit nommé président de la cour d'appel de Maïndombe, était d'abord au départ un candidat, donc le candidat à la députation provinciale pour les comptes d'un parti politique appelé Sénac. Donc un parti dirigé par l'actuel Aimé Mongo, qui est l'actuel député national élu de la circonscription d'Inongo. Alors les messieurs, Maître Selike, et du coup, quand sa nomination est sortie, il a été retenu comme le premier président de la cour d'appel du Maïndombe, et il a cédé son poste, donc sa candidature, il a cédé à une autre personne, et Dr Louis Toali. Et quand le monsieur est parti, voilà, nous avons contesté ces élections. Nous sommes arrivés à la cour d'appel. Et arrivé à la cour d'appel, on a trouvé le monsieur Selike qui était déjà candidat à ce poste-là. Et c'est lui qui était le premier président de la cour d'appel. Donc nos avocats ont demandé qu'ils soient un peu déportés, qu'on puisse aussi constituer une autre chambre pour traiter cette matière. Et malgré ça, malgré cette déportation, le monsieur avait toujours une mainmise sur les dossiers. Et on a presque tranché tous les dossiers en rapport avec les contentieux électoraux dans la province de Maïndombe, dans la ville d'Inongo. Il n'y avait que les dossiers de Mme Rita Bola qui étaient toujours restés pendants. On ne voulait pas vraiment trancher ces dossiers. On a présenté presque tous les moyens de défense. Et le monsieur a voulu s'enfuir d'Inongo vers la capitale avec des dossiers. C'est là que Mme Rita Bola n'a pas aussi baissé pavillon, a pris l'avion. Et il est arrivé ici à Kinshasa. Il a suivi les messieurs. Et il ne dort pas. Une fois arrivé, il y a eu mise en place. Et le monsieur n'est pas encore le premier président de la cour d'appel du Maïndombe. Il y a maintenant un nouveau président qui doit continuer maintenant à siéger à sa place. Donc les dossiers étaient maintenant devant la cour d'appel de Kinshasa Matete. Et nous étions là ce mercredi. Nous avons assisté à l'audience qui était publique. Et nous attendons avant le 30. Il faudrait que la cour d'appel puisse se prononcer. Et je vous promets que Mme Rita Bola sera rétablie dans ses droits. Elle sera députée provinciale pour les comptes de la ville d'Inongo. Là-bas, il n'y a pas à craindre. Parce que si vous arrivez dans la ville d'Inongo, merci à elle. Vous allez voir qu'il y a au moins deux réalisations qu'on ne peut pas aujourd'hui se fier. Rita Bola est arrivée à Inongo et n'avait même pas où passer nuit. Parce que là-bas, elle passait nuit dans une bicoque. Juste à côté, il n'y avait pas la résidence du gouverneur. Et je vous dis, si vous sillonnez toute la République, il n'y a que dans le Maïndombe à Inongo où vous trouverez que le gouverneur a un paradis sur terre. Il y a un bijou, la résidence officielle du gouverneur, une résidence bien tapée. Dans la ville d'Inongo, il y avait les problèmes qu'on avait trouvés sur place. On appelait ça pour le phénomène le Kambe. C'est plus que Koulouna ici à Inongo. Je salue en passant Israël Moutombo. On était avec lui avec son émission sur place à Inongo. Il a sonné partout. Il a des témoignages. Il y a quand même plusieurs journalistes qui font des tours dans la ville d'Inongo pour palper l'excellence. Maintenant là, il n'y a pas le problème de sécurité dans la ville d'Inongo. Les tout a été déjà éradiqué et les jeunes délinquants qu'on appelait le Kambe ont été arrêtés. Et il y en a d'abord plusieurs sont même ici dans la prison centrale de Makala. Il y en a qui sont aussi en Dolo. Toujours la paix continue. Mais nous ne pouvons pas oublier nos amis, nos frères et sœurs qui sont dans le territoire de Kwamout. Vous savez que Kwamout, vraiment, c'est un territoire qui a connu des problèmes. Ces conflits ont débuté avant que Rita Bola ne soit gouverneur. C'était, je crois bien, depuis le mois de janvier 2022. Mais Rita Bola a été élu gouverneur au mois de mai 2022 et l'ordonnance de son investiture a été signée par le président de la République le 28 juillet et voilà qu'il a fait la remise. Et bientôt là il y aura les élections de gouverneur et vice-gouverneur. Elle a trouvé l'insécurité et elle part et elle laisse la même. Elle ne doit pas partir maintenant. Dans la province du Maïndombe, nous ne sommes pas d'abord concernés par les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs maintenant là. On attend que les territoires de Kwamout soient aussi enrôlés. Il faudrait commencer d'abord par l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Kwamout. La CENI avait publié déjà son premier calendrier, c'était je crois le mois de de juillet. Donc le 1er juillet, il y aura enrôlement et le 5 octobre, il y aura élection pour les territoires de
Kwamout. C'est après l'élection maintenant, bien que la Cour constitutionnelle avait opté pour la reconduction des anciens députés des Kwamout. Donc les deux députés provinciaux de Kwamout ont été reconduits et on attend d'abord l'organisation des élections le 5 octobre. C'était important de nous mettre au parfum de tout ce qui se passe dans le Mai Nombe et surtout concernant les élections et la posture actuelle de la gouverneure Rita Bola qui est ici à Kinshasa pour son dossier dans le cadre des contentieux électoraux. Voilà, on va prendre notre première thématique. Il s'agit de la formation du gouvernement. Comme vous le savez, le formateur Augustin Kabouya vient de terminer sa mission et on attend tout ça par rapport aux données présentées, déjà par rapport aux concessions, parce que la politique a fait des concessions. On parle de un ministère pour un parti politique et un politique ayant au moins 10 députés nationaux, et si on doit se fier aux chiffres, nous aurons un gouvernement, pourquoi pas de 50 ou près de 50 membres, je dirais, parce qu'on en voisine déjà 40 quelques ministères. En tout cas, ça serait un peu compliqué par rapport au feedback que nous avons eu, par rapport également à tout ce qu'ils nous ont écrit. En tout cas, merci de les faire. Nous avons pris vos propositions également. Ensemble, nous allons déjà analyser la taille, les profils des membres et également, pourquoi pas, les défis. Déjà, Kassia Girel, vous êtes juriste et philosophe en politique. Quand on parle de la formation du gouvernement, on voit la taille, on voit également le profil des membres et les défis majeurs à relever. Déjà, on a toujours déploré le fait que nous avons toujours eu des gouvernements éléphantesques par rapport à notre pays. Est-ce cette idée-là, vous partagez le même point de vue? Oui, relativement, parce que déjà à la base, nous sommes dans un pays où les valeurs sociologiques priment sur les valeurs républicaines. Ce qui fait que nous avons eu à intégrer des notions ou des concepts tels que la représentativité régionale, l'équilibre dans les partages du pouvoir, ce qui n'a rien à voir avec les valeurs républicaines au sens réel. Ce sont des notions qui sont puisées dans notre sociologie, dans notre société, dans notre vécu, parce que nous constituons un grand ensemble qui en son sein, comporte plusieurs ethnies, plusieurs tribus et plusieurs provinces. Alors, à partir du moment où tout ce que nous sommes en train de combattre depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, si on veut aller un peu plus loin, depuis les dialogues des Sun City, on a évoqué les problèmes des antivaleurs, parce que c'est considéré comme antivaleurs, les clanismes, le clientélisme, les favoritismes et leurs corollaires. Et si aujourd'hui, avec la Constitution qui est en vigueur, nous tombons régulièrement dans ces mêmes pièges, c'est justement parce qu'il y a une pesanteur sociologique qui tire la bonne marche de la République. Dans quel sens? On vous parlera d'un gouvernement qui doit être constitué en fonction du quota de chaque parti ou regroupement politique qui a aligné des députés élus. Mais en même temps, on va aussi également soulever les problèmes de la représentativité. Parce que là, dans chaque parti politique, si on doit prendre par exemple un ressortissant du Congo central ou un ressortissant de la province du Lualaba aujourd'hui, vous verrez que dans les Congo central, les territoires vont réclamer. La représentativité va descendre encore au niveau de territoire. Et cette représentativité va encore très loin, va encore aller au niveau des clans, des ethnies, des tribus. Donc, ce qui prouve à suffisance que nous sommes en train de pérenniser une situation qui pourra également embastiller la bonne marche de l'administration de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, avoir 44 ministres et vice-ministres, un gouvernement de 44 membres, ça, ce sont des calculs purs politiques. Par exemple, ne serait pas la solution immédiate aux problèmes fondamentaux du pays. Il s'agit justement des revendications individuelles. Je pèse bien mes mots. Il s'agit des revendications individuelles. Pourquoi? Parce que déjà ici dans notre pays, moi je suis très favorable à l'administration du président Félix Tshisekedi. Je soutiens ses actions et de manière très objective et avec des outils nécessaires qui pourront me permettre de bien défendre ce que je suis en train de dire. Mais après, il y a également cette liberté de pensée qui m'est reconnue au niveau de la Constitution, mais également par Dieu,
de dire aussi qu'il y a des endroits où il y a des aspects de la vie que nous devrions revoir. Mais vous êtes sans ignorer que c'est la majorité parlementaire qui forme les gouvernements. Mais justement, c'est cette majorité parlementaire est-elle patriote, nationaliste, ou elle est majorité parlementaire en fonction de là où vous avez été élu? Parce que le problème est aussi à ce niveau-là, de reconnaître que l'autre peut aller avant moi et moi je peux être après lui. Tout ce qui tue notre pays, c'est d'abord le problème, c'est la guerre de leadership. Dans chaque parti politique, vous allez constater que je vous ai donné l'élément, le premier élément. Quand on va parler d'une province comme entité régionale, dans cette province-là, il y aura des territoires qui vont encore réclamer, que nous n'avons pas vu la représentation de notre territoire. Nous voulons voir les dignes fils. Par exemple, chez notre frère, pas chez lui, mais chez nous, chez nous au Maïndombe. Il y a la province de l'Équateur qui est isolée. Vous verrez par exemple chez nous au Maïndombe, quelqu'un qui est de Inongo va aussi réclamer que non, ils ont pris de l'autre côté, mais nous n'avons pas vu un digne fils ou une digne fille de notre territoire ou de notre ville. Donc ce sont des questions qui entrent en ramification, en conflit d'ailleurs avec notre sociologie et des valeurs républicaines. Mais par ailleurs, je pense bien que les problèmes sont de plus en plus profonds et ce que nous devrions mettre en tête, c'est que le plus important serait de prendre des personnes qui répondent aux aspirations de notre pays et qui rencontrent également les revendications ou les défis majeurs auxquels nous faisons face. Donc la taille n'est pas un problème. La taille a un problème, mais il y a la relativité dont je vous ai parlé, la sociologie. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de la multiplication à outrance des partis politiques dans ces pays, il y a d'abord la pesanteur culturelle. C'est-à-dire, à la base, vous savez qu'avant l'indépendance de notre pays, tout ce qui a constitué par exemple la constitution des partis politiques dans ces pays, toutes ces formations, toutes ces organisations ont été à la base des associations culturelles. Abaco, les Konaka, tout ça, c'était d'abord des organisations culturelles. Et l'esprit culturel n'a pas encore quitté les Congolais. Vous créez votre parti politique, mais avec une prédominance de votre tribu, ou avec une prédominance de votre région d'origine. Déjà, à la base, les partis politiques ne rassemblent pas dans ces pays. Ce qui fait que... Et surtout les fondateurs du parti politique. Et les fondateurs du parti politique, déjà, ces fondateurs des partis politiques qui sont, entre guillemets, des autorités morales, je ne sais pas comment ils gèrent leur mandat. Des fois, on parle des congrès après 5 ans. Mais n'est-ce pas normal parce qu'on est toujours entouré par ces siens? Mais c'est ça un danger. Les siens, c'est qui? Les siens en politique, c'est la pensée. Les siens en politique, c'est l'idéologie. Les siens en politique, c'est la spiritualité. Ce n'est pas la tribu. La tribu ne sécurise pas en politique. Il faut que les gens les sachent aujourd'hui. Il faut que les jeunes aussi individualisent ces aspects. La politique, c'est un monde des valeurs, d'idéologie et de spiritualité. Ça n'a rien à voir avec votre tribu. Votre frère, que vous considérez là, mon frère, de votre tribu, peut vous lâcher et peut vous lyncher à la fin. Et donc, je pense que lorsque nous parlons, Polo, Okito et l'autre qui sont morts, excusez-moi de dire que l'autre, les compagnons de Lumumba. D'ailleurs, c'est l'exemple que je voulais illustrer rapidement. Vous voyez un peu Pierre Moulele qui a revendiqué les lumumbismes, Laurent Désiré qui a revendiqué les lumumbismes, était-il des Anamongo, ou pour prendre en général, ou était là précisément? Non. Le Congo a ses problèmes. Il est bloqué par les considérations d'abord tribales, ensuite régionales. J'invite en tout cas les chefs de l'État, avec ce travail qui vient d'être fait par M. Augustin Kabouya, l'informateur, de voir dans la mesure du possible comment convaincre ou faire comprendre les présidiums de l'Union sacrée que les défis majeurs auxquels nous faisons face ne seront pas résolus parce que nous aurons un gouvernement de 60 personnes. Mais ces défis seront relevés lorsque nous aurons des hommes efficaces, des hommes forts, capables de mettre leurs intérêts à côté pour répondre à l'appel suprême, celui de servir la nation. Et c'est ça même l'essence de la politique. C'est un sacerdoce qui exige les dons de soi pour le bien-être de la communauté. Mais ici, c'est les ventres, c'est mes costumes et puis mes véhicules et les innombrables femmes. C'est ce que nous ne voulons plus. Et je pense bien que dans le choix des profils, nous allons justement rencontrer ces vœux que nous souhaitons. L'état des droits, mais également une austérité politique. C'est-à-dire, vous pouvez être de ma tribu, vous pouvez être mon fils, vous pouvez être mon frère.
Mais si vous n'êtes pas capable de relever les défis, un département ministériel, c'est toute une responsabilité. Les gens attaquent les chefs de l'État, mais ils ne comprennent pas les systèmes politiques et les régimes. Ça vient après, ça n'intervient pas en amont. Oui, heureusement, pour certains qui sont déjà incompétents en amont, ils vont bien se défendre, mais en aval, ils seront sanctionnés par les tribunaux de l'histoire. Parce que les gens pensent bien que non, parce qu'ils ont volé, on les a rien fait, ou parce qu'ils n'ont pas été efficaces au sein du gouvernement, par exemple, le SAMA 1 ou SAMA 2, et personne n'a revendiqué des comptes. Ils pensent qu'ils sont épargnés. Non, il y a la spiritualité qui vous attend. Nous sommes africains. Ces pays ne nous appartiennent pas. Ces pays appartiennent à tous ceux qui sont morts également pour ces pays. Donc il y a un lien entre l'homme et son passé. Pourquoi les gens pensent que lorsqu'on vous nomme, on vous nomme pour vous et votre famille? Et les gens doivent connaître aussi que la vanité, c'est tout ce que nous sommes. Vous allez mourir, vous ne partirez avec rien. Si l'homme congolais pourrait individualiser cette nécessité de comprendre que même si j'ai des buildings, quand je vais mourir, je ne partirai avec rien. Au besoin, sécurisez-moi, parce que c'est ça la politique. Sécuriser l'homme, celui qui est au service de la nation. Mais ce n'est pas le rendre un bourgeois. Ce n'est pas un monde où on devient des milliardaires ou des multimillionnaires. Comment les gens peuvent se défier à devenir plus riches que l'autre en politique? C'est grave. Et au XXIe siècle, ça doit nous servir des leçons. Les pays ont des défis majeurs. J'entends parler de la province du Mai-Ndombe. Et je ne connais pas la réalité réelle, je ne connais pas les vrais défis réels qui se passent là-bas. Mais je pense bien que la province comme Mai-Ndombe, c'est une province qui est géostratégique. Elle regorge une forêt dense. Elle regorge les lacs. Il y a des poissons, il y a les pétroles. Il y a également son gaz carbone. Voilà. Et sur le plan international, Mai-Ndombe est dans cette configuration avec les grands équateurs, Bandundu et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec des questions justement environnementales, on peut développer des provinces comme Mai-Ndombe. Le problème est d'abord de la volonté de bien faire. Et c'est lui de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Renforçons l'autorité de l'État. Et je pense bien que ces gouvernements... qu'il faut. Quand vous parlez de l'homme qu'il faut, vous voyez qui vous voyez, l'expérience. L'expérience, c'est un processus. Parce que quand on parle d'expérience, on dirait que quelqu'un comme moi ne peut jamais, dans ces pays, on dira non, on ne peut pas les nommer. Lui, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il connaît de la République? Mais il y a deux démarches. Il y en a ceux qui ont évolué au sein de l'administration publique comme fonctionnaires, puis devenus hauts fonctionnaires, qui peuvent servir la République comme ministre. Mais il y en a d'autres qui ont évolué dans la société civile, dans les organisations privées. Moi, j'ai travaillé beaucoup pendant de longues années dans les milieux associatifs, dans les milieux des mouvements citoyens, dans les milieux des organisations non gouvernementales. Et je tutoie régulièrement l'administration publique, parce que je suis à cheval entre les entités privées et les entités publiques. Mais si on peut prendre un exemple au niveau des mouvements citoyens, des mouvements associatifs, il y a des profils. Prenons l'exemple des acteurs ou des défenseurs des libertés pro-démocratie, comme des gens, comme des carbones bénis dans ces pays. Ils ont rendu des services loyaux à cette nation. Mais ils nous passent des fois ici dans la rue, personne ne les reconnaît. C'est des gens comme Carbone Béni. Et quand on vous dit que non, donnons l'opportunité à des militants, à des pro-démocrates qui sont certifiés et reconnus sur le plan international, je parle des personnes qui ont une dignité qu'on peut vérifier. Je ne défends pas les autorités entre guillemets morales. Parce qu'avec la moralité, encore, les débats sont ouverts. Est-ce que l'autorité est réellement morale? Mais quand on prend, par exemple, pour des gens qui ont lutté au niveau de la société civile, moi, je pourrais défendre des gens comme des Carbone Béni. Vous avez vu ce qui s'est passé, ces grands débats qui a eu lieu depuis un bon bout de temps sur la question de la gouvernance de la ville de Kinshasa. On attaque des gens comme des Deo Kasogo, simplement. Oh non, qu'est-ce qu'il a géré dans sa vie? Il croit que parce qu'il a telle chose, parce qu'il a œuvré dans les domaines cinématographiques ou publicitaires, qu'il pourra bien gérer la ville de Kinshasa. Mais les gens ignorent d'autres aspects auxquels ils pourraient être plus forts que les politiciennes. Et des politiciens qui sont dans la politique politicienne. C'est-à-dire? Mais aujourd'hui, il y a un sens péjoratif. Je ne voudrais pas monopoliser les débats. Je vais bientôt libérer allez-y, il vous reste 40 secondes. Quand on prend des hommes comme Deo Kasongo, je ne suis pas membre de sa famille, mais j'ai eu l'occasion de partager quelques instants avec lui. La politique, c'est d'abord la pensée. Quand vous voyez un homme politique, qu'est-ce qu'il pense de la nation? C'est vrai qu'il y a beaucoup de mythomanes, des mégalomanes aussi, dans la sphère politique congolaise. Mais quand on voit quelqu'un qui sait décortiquer les problèmes de notre société et en apporter également des solutions qui sont vérifiables et qui peuvent être atteintes dans un bref délai ou dans un délai moyen, mais on peut
lui donner les bénéfices du doute, dire que non, il peut bien faire. Mais qu'est-ce qui se passe? La politique politicienne, c'est ça les côtés péjoratifs. Non, le problème est qu'on doit se conformer quand même aux règles. Les règles du jeu voudraient quoi? Les règles du jeu voudraient quoi? Ne peut être candidat, par exemple, de la famille politique présidentielle que c'est lui qui est reconnu dans une formation politique majoritaire au pouvoir. Vous voyez? Mais alors qu'il peut se faire que la raison puisse convaincre la politique. Merci beaucoup. Voyez un peu. Merci beaucoup, Jurel Kassia. Vous avez soulevé, en tout cas, plusieurs problématiques qui nécessitent réflexion et analyse. Oscar Beya, vous êtes également dans la politique depuis. Oscar Beya, c'est un camarade, c'est un ami. Oscar Beya, je le salue. D'ailleurs, je le salue également. Je viens à peine de parler avec lui. Je lui ai dit également que on va vous recevoir aujourd'hui, Oscar Koussa. Vous êtes à la CPA. Vous regorgez également de députés provinciaux et également vous avez dirigé la ville de Kinshasa à la lire où vont les choses, comme on parle de la formation du gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes parmi le regroupement politique qui détiennent quand même un nombre assez important de députés nationaux. Certainement, vous serez représenté dans le futur au gouvernement. Est-ce que vous avez pensé déjà à la taille et également au profil, pourquoi pas aux défis majeurs? Merci beaucoup Divin. Je sais que nous avons une mauvaise conception, comme l'ami a soulevé, une conception un peu péjorative de prendre vraiment, de comprendre le fonctionnement d'abord d'un gouvernement de notre pays. Vous savez, chaque fois, il y a toujours des arrangements, il y a toujours des concertations qui se font. Je salue Augustin Kabouya qui a mené vraiment son combat et qui a fait vraiment sa mission, qui a mené sa mission jusqu'à la fin. Mais c'est pour quelle finalité? Parce que si aujourd'hui on se dit, voilà, il y a des personnes, il y a des autorités morales qui ont créé des regroupements politiques, des partis politiques, ils ont eu autant de députés, et voilà, tel nombre de députés, ces députés doivent correspondre, par exemple, à un poste ministériel. Moi, je pense qu'il y aura des personnes qui vont toujours mourir ministres. Depuis qu'ils sont là, nous sommes nés, par exemple, nous avons trouvé, je ne suis pas venu ici pour citer les noms des gens, mais il y a que je ne peux pas appeler même de papa, mais des arrière-parents peut-être, que nous avons trouvé, ils étaient des députés, ils sont ministres, ils étaient DG, ils doivent toujours continuer. Mais pendant qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent aussi faire mieux que. Voilà pourquoi je me dis, est-ce qu'il est toujours important? Il est toujours important de recourir à cette stratégie. Le président de la République devrait comprendre. Aujourd'hui, l'informateur doit venir avec sa mission, avec les résultats de sa mission, remettre au président de la République. Qu'est-ce que le président devrait faire? Le président ne peut pas se pencher sur les différents, sur les caprices des acteurs politiques, entre guillemets, les autorités morales, le président des regroupements et partis politiques. Non, le président devrait voir qu'est-ce que, entre la priorité et la nécessité. Pour le moment, la République veut quoi? Qu'est-ce que la République veut normalement? Le problème n'est pas d'avoir 40 ministres, 50, 60, 70, non. Le problème, c'est de voir d'abord avec le budget que nous avons. Vous pouvez aujourd'hui engager, il y a certains ministres, même sur les gouvernements sortants, on avait, je crois, une cinquantaine, 56 ministres, je crois. 56, y compris le ministre et le vice-ministre, 56 personnes. Mais il y a aussi certains ministres qui ne font rien et qui n'ont rien fait. Je citerai le nom d'une personne, excusez-moi. Prenons l'exemple du gouvernement, je crois que c'est le gouvernement Passamadé, FCCH à l'époque, Ilou Kamba, où il y avait notre maman ici, la présidente du parti au pouvoir, Maman Loupetou, je crois, on l'appelait Maman Denise comme ça, Loupetou, qui avait le ministère, je crois, de genre au tourisme, comme ça. Il y a maman qui était dans le gouvernement central. Mais c'était justement un poste parfois fantaisiste. Mais on a vu que le gouvernement était allé jusqu'à sa fin. On n'avait jamais vu quand même une certaine proposition aux réalisations de. Il y a aussi ces problèmes d'évaluation de ministres qui a toujours posé problème. Voilà pourquoi je me dis, moi je ne peux pas parler en termes d'effectivité ou soit dire que nous suggérons au président de la République d'avoir tel effectif, tel nombre dans son gouvernement. Le président doit avoir entre priorité et nécessité. Il ne peut pas se laisser berner par les caprices des autorités morales pour dire voilà, si vous ne voulez pas que je puisse prendre tel poste ministériel ou que je sois casé tel part, je dois me retirer avec mon regroupement politique. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un État. Rien à voir. Je vous dis, ça n'a. Considérer les regroupements politiques et les acteurs politiques par rapport à leur poids politique, tout justement. Je vous dis, mais si on tient compte de poids politique, mon co-débatteur a cité aussi
Carbone Béni, c'est un ami avec qui nous avons aussi milité dans des mouvements citoyens à l'époque. On a débuté ensemble à l'époque, on a été dans des louches. D'ailleurs, vous nous avez connus d'ailleurs dans les mouvements citoyens. Là, on a connu aussi quand même des choses, on a fait des choses dans ces pays. Mais si aujourd'hui on vous dit non, il y a un certain Carbone Béni qui est en train de faire des va-et-vient, nous avons organisé même à l'époque, je crois, des concertations dans des mouvements citoyens pour qu'il y ait aussi une représentation dans les gouvernements sortants, Ilunga Kamba à l'époque. Il n'y avait pas la prise en compte, la prise en considération de ce que les activistes avaient demandé à l'époque. Bien qu'aujourd'hui, je ne fais pas partie de l'activisme, mais à l'époque, on n'avait jamais entendu ça. Et vous allez voir, on va vous dire, non, voilà, on doit tenir compte d'une certaine expertise, et il faut voir une certaine expérience. Mais est-ce qu'il n'est pas tard? C'est pas tard pour penser tout ça? Non, mais c'est pas tard. Moi, mon problème, c'est que le président ne peut pas céder aux caprices des politiciens pour dire, voilà, moi, je pèse. Vous pesez combien? Vous avez quelle masse? Vous avez quel kilo? Donc, il n'est pas question de voir quand même l'effectif des députés qu'ils ont dans leurs différentes plateformes, dans leurs différents groupements politiques, mais il faudrait voir des personnes qui doivent répondre aussi aux besoins utiles de la population. Il n'est pas toujours question, comme dit Vinti Swaka, c'est lui qui a été toujours ministre dans plusieurs gouvernements, il a travaillé avec Mouzé, il a travaillé avec Kabila le fils, il a travaillé avec telle personne, il a de l'expérience. Non, mais ceux qui n'ont pas encore travaillé, comment est-ce qu'ils doivent aussi quand même avoir cette expérience-là? Si aujourd'hui Divin est ministre, il doit aussi prendre les membres de sa famille, il doit prendre telle personne. Nous, devons aussi voir quand même certaines valeurs aussi morales et voir aussi le problème des caboches qui doivent fonctionner. Donc, le président doit miser vraiment de son pouvoir discrétionnaire, de faire un bon choix. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, l'informateur va lui dire, voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes, j'ai réussi, j'appelle même à la fin, j'ai réussi telle personne, j'ai réussi Caméré, et ils ont demandé, ils ont suggéré ça. Le président doit aussi réfléchir pour voir l'intérêt de la République dans tout ça. Et si nous avons aujourd'hui un gouvernement pléthorique, on peut compter 50, 60 personnes, mais ça va toujours peser sur le budget de l'État. Il y a certains ministères qui n'ont même pas vraiment un impact vraiment majeur dans la vie des Congolais. Nous pouvons prendre ces ministères-là, on peut annexer dans certains ministères qui ont quand même un certain poids. On peut voir aujourd'hui un ministre d'État en charge de l'environnement, tout, et on prend par exemple le tourisme, on l'ajoute. Nous avons tel ministère, on prend la jeunesse, on ajoute. Il faudrait quand même que nous puissions aussi alléger vraiment le poids. Il y a le ministère de l'aménagement du territoire d'ailleurs qui est un département au sein du ministère de l'urbanisme. Mais ce que j'ai dit, vous prenez par exemple affaires foncières, urbanisme, habitat, aménagement du territoire. Ça peut constituer peut-être une tâche d'une seule personne. Au lieu de prendre, il y a un ministre qui existe rien que pour l'aménagement du territoire. Je me rappelle à l'époque, il y a un ministre d'ailleurs sortant qui nous a présenté une maquette, voilà, du côté Maluku, on doit construire, il y aura vraiment une belle cité où il fera beau vivre, tout ça. C'était juste vraiment une maquette aujourd'hui irréalisable. Donc moi je me dis, le problème n'est pas seulement d'avoir vraiment un gouvernement de plusieurs personnes, des personnes qui ont de l'expérience, des expertises, ou soit des personnes qui ont travaillé avec autant de personnes, mais le problème c'est de voir d'avoir des valeurs et de voir qui fera quoi pour la République. Tshisekedi aujourd'hui, parfois même Kabila à l'époque, Kabila a fait aussi des choses dans ces pays, mais qui n'ont jamais été parfois comprises par certains Congolais. Mais comment identifier ces personnes qui sont pétries des valeurs morales? Comment les identifier? C'est aussi ça les problèmes. Les problèmes d'arriver à une certaine identification. Excusez-moi d'abord de citer encore une fois de plus. En fait, pour dire que voilà, ces messieurs, si on les mettait dans un tel ministère, ils ne peuvent pas faire de bonnes choses. Prenez VPM, qui a démissionné d'ailleurs, Liaou, qui était d'abord dans le PPRD Mosaïque. Qui est maintenant à l'UDPS. Oui, quand Liaou est arrivé, au début là, je me méfiais un peu de Liaou. Je me disais, mais ces messieurs parfois ils venaient justement pour créer des palabres au sein de l'Union sacrée, il n'y aura pas vraiment une bonne marche. Mais personnellement, Liaou m'a épaté. J'ai vu quand même des réformes énormes dans son secteur. J'ai vu un certain Liaou que je ne pensais même pas qu'il pouvait faire des choses. Ce sont des gens comme ça, quand ils seront parfois à la gestion de la République, vous sentez qu'il y a au moins la volonté, c'est des fermiers. Être ministre, vous devez d'abord être au service de la population et n'attendez pas que la République puisse vous servir. C'est vous qui devez servir la République. On a vu aussi un certain Mouya à venir ici avec le changement de narratif, bien qu'on a aussi connu certains ministres de médias dans notre pays. Mouya n'était pas aussi vraiment meilleur que tout le monde, mais il a fait aussi son temps. Il a donné de l'importance vraiment à son poste ministériel et c'était aussi quand même du waouh. Donc il a beaucoup plus, parlant de Mouya, il a beaucoup plus travaillé comme
porte-parole du gouvernement, mais comme étant ministre des médias, là également, ça... Mais c'est ce que j'ai dit, c'est grâce à Mouya aujourd'hui que nous avons connu, qui a fait quoi dans ces ministères avec c'est ce qu'il a organisé hebdomadairement, son truc des briefings. On connaît maintenant qu'est-ce qui se passe dans les différents ministères. Oui. Parce que là, on n'avait pas le temps de connaître. Il a tout rapporté comme mon porte-parole du gouvernement, il a bien travaillé. Mais comme étant ministre des médias, là, maintenant, il y a à boire et à manger. Non, mais moi, je n'entre pas dans ce que Mouya a fait comme ministre des médias ou comment. Mais avec sa tâche du porte-parole du gouvernement, Mouya nous a au moins aidé à dénicher certaines tâches, à connaître ce qui se passe dans les différents ministères. On sait maintenant aujourd'hui qui a fait quoi, c'était comment, ça se passe comment, et comment le fonctionnement dans les différents ministères. Donc là, vraiment, c'est quelque chose que nous devons saluer. Et nous ne pouvons pas oublier quand même qu'il a fait ça avec souci des services de la République. Donc moi, mon problème, c'est que le président de la République doit miser sur les bons pions, sur des personnes qui doivent quand même aider à ce que la République puisse aller de l'avant. On ne doit pas aussi, une autre chose, et un autre élément de détail, voir, non, je ne dois pas atterrir. C'est à peine que je viens de prendre la parole. Non, je n'ai pas trop parlé. Dire qu'on doit avoir aujourd'hui quelqu'un qui a été élu député provincial, député national, et il est en train de faire tout pour postuler comme sénateur, et aussi il doit encore mener des démarches pour être nommé comme ministre toujours dans ces pays, franchement. Et la jeunesse aujourd'hui qui représente au moins plus de, je sais pas, 80% de la population, la jeunesse doit être marginalisée, et on va vous dire non, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas la compétence de travailler, vous n'avez jamais connu tout ça. Non. Le président de la République doit aussi écouter vraiment la jeunesse et doit former ses gouvernements aussi avec renouvellement de la classe politique. Je ne voudrais pas comprendre que le problème est que la loi n'interdit pas à un candidat de postuler à plusieurs postes. Ça, c'est pas mon problème. Maintenant, là, nous sommes au poste, comment je dirais, le mandat nominatif. Là-bas, c'était quand même un mandat électif. Quelqu'un est allé se présenter, il a postulé, il a été élu député national, provincial, sénateur. Là, il n'y a pas de problème. Mais au poste nominatif, les présidents doivent aussi voir qui doit faire quoi, où, comment et quand. Donc, il y a aussi des personnes qui sont là, qui sont mieux placées pour servir ces pays, mais qui chôment, qui ne font absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de parapluie, parce qu'ils n'ont pas un agenda bombé, parce qu'ils ne sont pas parrainés, parce qu'ils n'ont pas de mentor politique, parce que. Mais ils ont au moins un atout possible. Ils peuvent aussi servir la République de manière exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle je me dis, cette fois-ci, il faudrait que le président de la République puisse miser aussi quand même sur un certain mérite. Et au cas où il va se rendre compte que non, voilà, c'est comme on a travaillé avec Sama 1, Sama 2. Sama 1 avait quand même quelques lacunes par-ci par-là, mais Sama 2, on avait aussi quand même tous les ministres faire aussi l'effort de présenter tous les biceps, montrer en quoi ils étaient aussi capables. Mais ceux qui ont estimé qu'ils ont travaillé, excusez-moi, cher Divin, j'ai vu en 2018 le parti politique MLC qui a présenté son candidat Jean-Pierre Bemba-Gombo, qui venait à peine de quitter la Cour pénale internationale à ces pays. Mais quand la CENI a rejeté la candidature de Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'il pouvait faire à l'époque? Il y avait possibilité de procéder à un remplacement. Comme ce n'était pas lui, il pouvait aussi remplacer Mme F. Bazéba, qui a quand même beaucoup plus resté avec, qui était resté avec le parti, qui a milité, qui a quand même donné aussi le sens à ce parti politique MLC. Alors, comme on avait rejeté la candidature du mentor, ces postes-là étaient restés comme ça. Ça, c'était un message fort que j'envoie aussi quand même au mentor, aux différents représentants des regroupements politiques. C'est également avec Etienne Tshisekedi. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous avez si trop travaillé, ne puisez pas seulement dans votre famille biologique, dans votre tribu, puisez aussi sur les différents mérites. Il faut aussi voir les différentes intelligences qui sont dans vos partis politiques, dans vos regroupements politiques, voir que non, voilà... je vois quand même M. Kassia pèse quand même sur tel poste, on peut quand même le nommer. Il faut donner la chance à tout le monde de s'exprimer, de servir ces pays. Et vous verrez que tous les Congolais ont quand même ces talents. Ont quand même ces talents qu'on ne peut pas vraiment manquer de démontrer. C'est comme aujourd'hui les jeunes Daniel Bumba qui s'est présenté comme candidat gouverneur de la province de Kinshasa. Je pense que les gens peuvent dire que Daniel Bumba, qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce pays? Est-ce qu'il va bien diriger la ville de Kinshasa? Mais on ne peut pas d'abord sous-estimer Il est également député national. Il a été élu député. Alors maintenant, laissons aussi le temps autant que Daniel Bumba se présente. Quand il va présenter son programme, il va défendre son programme et il sera élu par les députés provinciaux selon son programme et on va maintenant les juger à partir de ses réalisations. Quand il va commencer à travailler, on va dire voilà, ce monsieur ne vaut rien. Non, il peut partir sur certaines motions ou certaines interpellations. Mais dans un premier
premier temps, on ne peut pas lui dire qu'est-ce qu'il a déjà fait. Et vous pensez on a comme l'impression que ACPA soutient la candidature. C'est tout ce que je n'ai pas dit. Ici, je parle en tant qu'Oscar Lukusa. Je n'ai pas parlé ici en tant qu'ACPA. Je suis communicateur de l'ACPA, mais je n'ai pas parlé en tant qu'ACPA. Moi, je pense que je suis jeune, je dois aussi soutenir des jeunes. Daniel Bumba, c'est un jeune qui a aussi toutes les facultés normales, qui a vraiment des capacités managériales. Il peut aussi faire mieux. L'ami a évoqué le problème de Deo Kassongo. Donc ça veut dire que lui aussi soutient Deo Kassongo de sa manière. Donc ça, c'est aussi une façon de voir des choses. Moi, je pense que on doit... Pourquoi ne pas aussi voir aujourd'hui un des 20 qui soit aussi être nommé, par exemple, la ministre des Communications? Vous avez aussi toutes les capacités possibles, mais c'est parce qu'on va dire non. Il y a l'appartenance politique qui nous manque. C'est parce qu'on dit non, Divinci Swaka ne fait pas partie vraiment dans un parti politique, il n'est pas parrainé et il n'a pas de parapluie, parasoleil, paravent, tout ça. Mais nous devons quand même servir la République. Donc c'est tout ce que moi je pouvais dire vraiment à ce stade-là. Merci beaucoup, Oscar. On parle de la taille et profil des membres du gouvernement. Au-delà de tout ça, il y a également les défis majeurs à relever au-delà de la mobilisation des fonds. Parce que le gouvernement, sans ma 1, sans ma 2, c'est vraiment qualifié dans la mobilisation des fonds. Et également, il faut voir le budget de la République démocratique du Congo qui a triplé et quadruplé. Et aussi, il y a les social qui a toujours posé problème à la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le peuple d'abord fait partie du slogan du parti au pouvoir, l'UDPS, mais les sociales des Congolais posent toujours problème. Il y a également la gestion de l'insécurité dans la partie de la République démocratique du Congo. Cette insécurité qui a tant duré, qui a perduré, on parle de plus de 2 décennies de l'insécurité. En tout cas, on doit y mettre fin, on doit y réfléchir. Mais quels sont les défis majeurs pour le prochain gouvernement? On va réfléchir sur ça. Déjà, on va revenir sur Jurel Kassia, puisqu'on a parlé de la taille, du profil également des membres du gouvernement, mais quels seront les défis qui seront confrontés à ces gouvernements? Parce qu'on doit également désigner les candidats ou bien encore les membres du gouvernement par rapport aux défis à relever. Les tout premiers défis, les défis fondamentaux, est d'abord la consolidation de l'état des droits. La consolidation de l'état des droits. Oui, effectivement. Parce que quand on voit l'état des droits, on voit en premier lieu le respect et la reconnaissance de la Constitution comme norme suprême régissant tous les secteurs de la vie dans une république. Et quand on dit que nous sommes respectueux des valeurs républicaines et de la Constitution, cela doit commencer par reconnaître que l'homme, dans la Constitution congolaise, est au centre de toutes les questions politiques. Parce que lorsqu'on dit que la vie humaine est sacrée dans notre Constitution, cela sous-entend beaucoup de choses en même temps. La vie humaine et sacrée voudrait tout d'abord que l'homme soit sécurisé dès sa conception, c'est-à-dire dans les ventres de sa mère, au niveau de sa famille une fois né, au niveau de l'école et de l'église, au niveau de l'université et au niveau du travail jusqu'à sa mort. Mais nous sommes dans un pays où, depuis pratiquement un siècle, les gens meurent comme des cochons, les gens naissent comme des canards, et les gens évoluent comme des chèvres. Ce n'est pas normal. Vous voyez comment est organisée notre administration sur le plan de la sécurité, sur le plan de la sécurité routière, sur le plan du logement, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Quand on parle de l'appareil judiciaire, la qualité de ceux qui doivent dire les droits et de ceux qui doivent défendre la cause des opprimés, la cause de ceux qui sont en difficulté, nous voyons que nous avons mis l'avoir avant l'être, alors que c'est l'être qui doit être avant l'avoir. Et si l'action politique s'est centrée ou gravité autour de la vie humaine, on ne va pas s'amuser avec l'argent de l'État destiné à la santé, destiné aux infrastructures routières, destiné à l'accès à l'électricité. Pourquoi ? Parce que si nous devons atteindre une pleine potentialité économique ou dans une république, nous avons besoin de bien manger, de bien étudier et de bien travailler. Les gens ne peuvent pas être au service de la République s'ils n'ont pas des connaissances requises. Donc, les problèmes de l'éducation se posent. Les gens ne peuvent pas aussi être bien étudiés si l'accès au manger est un problème. Comment peut-on bien réfléchir quand on ne mange pas bien? Et les gens ne peuvent pas être excellents au travail si, à la base, ils ne mangent pas bien et ils n'étudient pas très bien. C'est ça l'essence même de la sacralité de la vie humaine. Pourquoi on doit insister sur cette question? L'UDPS, qui est
les centres, la plaque tournante de cette majorité politique actuelle, majorité parlementaire, la majorité au pouvoir, prône les peuples d'abord. Et dans les peuples d'abord, ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes qui sont dans les peuples. Et pourquoi doit-on mener l'action politique sur base des revendications qui ne répondent qu'aux exigences des individus? La politique des individualités doit être combattue dans ces pays. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des gens qui meurent à l'Est. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui meurent dans les naufrages. Parce que notre transport fluvial est faible. Notre transport routier, ferroviaire, il n'y en a presque pas. Toutes les infrastructures nécessaires aux échanges des biens et des premières nécessités, tout ce qui va avec à la vie quotidienne d'un peuple, sont pratiquement en banqueroute. Il faut qu'on revoie. Et tout ça, face à une urgence qui s'impose devant nous. Nous sommes pratiquement à 36 ou 37 ans du centenaire de ces pays comme pays indépendants. Est-ce que les gens se rendent compte de ça? Les plans que nous y disons chaque jour, là, l'impérialisme et tout ça, il y a d'autres. Non, nous allons aller avec Poutine ou les Chinois. Ils sont organisés, ils sont sérieux dans leur façon de faire les choses. Et ils nous regardent. Ils regardent quoi? Ils regardent ce que nous avons comme ressources minières. Ils regardent ce que nous avons comme ressources sous la faune, les flores. Ils n'ont rien à foutre de ce que nous sommes réellement. Ce qui compte pour eux, ce sont des intérêts. Mais nous, comment nous protégeons nos intérêts pour garantir une vie sécurisée, une vie saine à nos populations? Les problèmes se posent à ce niveau-là. Et vous voyez aujourd'hui, l'homme politique s'engage pour revendiquer un poste. Il vole l'argent. Il faut dire, il vole l'argent. Les détournements, c'est trop soft. Il vole l'argent de la République sans se rendre compte que l'homme africain n'appartient pas à sa propre famille. L'homme africain appartient à tout un clan. C'est pourquoi vous voyez quand on vous nomme, il y a des tam-tams qui se battent. Nous, les ressortissants, bien que nous ne voulons pas l'amener comme valeur républicaine, mais c'est une valeur sociologique. Cela veut dire que lorsque vous tuez les pays, vous tuez la République, vous tuez par ricochet vos cousins lointains, vos oncles lointains et vos tantes lointaines. Les gens pensent que lorsqu'ils volent pour garantir la sécurité à sa femme et à ses enfants, et c'est fini. Mais il y a des répercussions, il y a des dommages collatéraux. Les victimes collatérales sont les membres aussi de votre clan. Quand on vous donne l'argent pour les routes et vous ne les faites pas, vous pensez que c'est seulement moi? Non, si vous êtes des Bassans Koussou, il y a des gens des Bassans Koussou qui seront... Mais aujourd'hui, la lutte contre la corruption fait partie des acquis de ces gouvernements. La lutte contre la corruption ne doit pas être un jeu. Parce que lutter contre la corruption, c'est aussi lutter contre la mort. Parce que les gens qui ont entretenu le mal pendant les longues années sont hostiles à l'excellence. Pourquoi tous ceux qui impriment une petite dose d'excellence sont combattus dans ces pays? C'est à cause de la magouille. On sait que si on mettait quelqu'un que j'ai cité tout à l'heure, des gens qui ont combattu pour que les régimes passés puissent mettre fin à sa prédation, en l'occurrence des gens comme Carbone Béni, les gens savent que si on mettait cet homme-là, par exemple, aux droits humains, on va aller vérifier. On va constater qu'il y a des droits qui sont bafoués. Vous avez vu récemment, on a dit qu'il y avait quelqu'un qui a fait 21 ans en prison sans être jugé. Est-ce que nous sommes sérieux avec nous-mêmes? Et est-ce que si les pays n'avancent pas après 100 ans d'indépendance, serait-ce la faute de la Belgique, des États-Unis ou de la France? Mais on a également parlé, les chefs de l'État d'ailleurs a décrié l'état de santé actuel de notre justice qui serait malade. C'est l'homme qui est malade. C'est l'homme qui est malade en vérité. Si je dois essayer un peu de corroborer ou de renchérir les propos du président de la République. Aujourd'hui, les hommes des droits, en tout cas, vous n'aspirez plus confiance. Mais non, ce ne sont pas les hommes des droits. C'est l'homme congolais qui n'aspire plus confiance. Quand les architectes construisent mal, ce sont les juristes qui les ont envoyés mal construire. Quand les étudiants n'étudient pas convenablement, quand les infrastructures universitaires sont dans des conditions infrahumaines, dans un pays où la bibliothèque dans une faculté peut ouvrir à 10h pour fermer à 14h, vous voyez que l'esprit soit élevé, l'esprit soit ouvert. Mais on se trompe. Les Chinois, leurs enfants sont en train de compétir courir vers la technologie. Nous parlons de transition écologique. Nous avons les cobaltes nécessaires pour la fabrication des téléphones, de batteries électriques. Qu'est-ce que nous en connaissons? Mais on a le ministère pour la recherche scientifique et également les innovations technologiques. Les problèmes à quel niveau? L'autorité morale veut que lorsqu'on va parler du partage du pouvoir, qu'ils soient d'abord les premiers à être reconduits ou à être rappelés au pouvoir. Mais est-ce que dans ces partis politiques-là, les hommes compétents et les hommes intègres et les hommes patriotes, il n'y en a pas? Donc il n'y a que vous. Pourquoi? C'est quelle maladie? Parce que les partis politiques congolais appartiennent à leurs leaders.
l'une des caractéristiques des partis politiques congolais. Appartiennent à leurs leaders et les partis politiques congolais sont en caractère tribal ou culturel. Ça ne peut pas marcher dans un pays où nous voulons être une république, que les partis politiques se reconnaissent comme la valeur ou soit les biens des ressortissants des Grands Équateurs ou du Grand Bandundu. C'est du n'importe quoi. Je recommande au chef de l'État de prendre en compte l'urgence. C'est-à-dire, faisons de notre mieux pour que, quand nous allons fêter les centenaires de ces pays, que Félix Tshisekedi soit reconnu comme l'un des précurseurs du combat du centenaire, que la RDC puisse atteindre les objectifs du centenaire. Je parle aussi des objectifs du centenaire, parce que le pays ne peut pas se développer dans 5 ans. Le pays doit se développer avec une politique programmatique. Nous devrions savoir que l'objectif pour l'accès à l'eau potable, nous allons l'atteindre quand? L'objectif pour l'accès à l'électricité, nous allons l'atteindre quand? Et quand on parle du budget, c'est fictif, c'est une fiction en RDC. Pourquoi? Parce que le vrai budget doit être voté sur base d'une assiette populaire. On doit connaître réellement les Congolais sont combien. Nous avons une population de combien d'habitants. Parce que lorsqu'on dit 16 milliards, c'est pour être partagé par combien de citoyens. C'est là où sort justement le PIB. Comment on peut calculer réellement le PIB congolais? Mais le nombre qui reste que des on estime que nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Nous estimons. Mais alors que, quand on veut voter le budget, on ne peut pas estimer. Nous savons que nous votons un budget pour 100 millions d'habitants. Et sur base de cela, les trains de vie des institutions peuvent être revus sur la réalité socio-économique, ainsi de suite. Je voudrais pour ces gouvernements, ces nouveaux gouvernements, je sais que nous n'allons pas atteindre les résultats escomptés, mais au minimum, au chef de l'État, président de la République, veille à ce que nous ne puissions plus tomber dans les erreurs du passé. La meilleure correction des erreurs du passé consisterait à mettre l'excellence au service de la République. La médiocrité, nous en avons pleinement marre. Et ça fait honte à la nation. Les Américains se moquent de nous, les Russes vont se moquer de nous, les Chinois vont se moquer de nous. Vous combattez la représentativité, après il sera combattu par le ressortissant. Je voudrais justement que nous quittions sur... Nous allons des valeurs sociologiques aux valeurs républicaines. Effectivement. Parce que même Kinshasa, pour clôturer, les combats de Kinshasa, c'est quoi? Kinshasa doit être gouverné par les ressortissants des Nékongo, du Grand Bandundu. Alors que Kinshasa, c'est une métropole. Kinshasa, c'est une ville où il y a plusieurs ethnies qui entrent en entrechoc. On ne peut pas parler encore des revendications d'une province. Kinshasa, c'est la capitale, siège des institutions. Si on dit que Kinshasa doit être géré simplement par les ressortissants de telle province, qu'en serait-il alors de la gestion administrative? Renforçons l'autorité de l'État et renforçons la reconnaissance d'un véritable état des droits en RDC et les décollages pourraient atteindre les objectifs du centenaire justement. Merci beaucoup, Jurel Kassia. Espérons que les décideurs vont suivre également vos conseils, également vos recommandations pour l'avancement du pays. Oscar Lukusa, nous voilà presque en terme de cette émission. Et si vous avez des recommandations par rapport à la formation du futur gouvernement, par rapport aux défis, surtout les défis majeurs à relever pour les prochains gouvernements. Ici, je dirais brièvement qu'il n'y a pas de pain sans paix. Et je pense que le gouvernement doit beaucoup plus borner, diligenter vraiment toute son attention vers le problème de la sécurité. Je vous dis très bien, j'ai un peu de sillonner certaines provinces de notre pays. J'ai compris que autant mieux être parfois en liberté, vous êtes affamés, mais quand même, il n'y a pas vraiment quelque chose, un climat malsain autour de vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas des atrocités, vous vivez aisément. Il n'y a pas de problème si vous n'avez manqué quoi mettre sous la dent. Mais avec tout ce qui se passe dans la partie est de la République, tout ce qui se passe dans la partie ouest, là je parle du territoire de Kwabout, de la province de Mai-Ndombe, je pense que ça doit être quand même un défi aussi majeur à relever. Parce que l'insécurité bat vraiment record dans notre pays. Et vous avez suivi récemment les propos de Paul Kagame. C'est la toute première fois de voir, je ne sais pas s'il y a d'autres vidéos qui circulent que je n'ai jamais vues. C'est la toute première fois de voir un président en exercice c'est lamenté ou parler aussi vraiment trembler. D'ailleurs, au moins les propos du président Tshisekedi et ACP Tshisekedi à maintes reprises, Kagame est en train de parler, il est vraiment poussé au bout du mur pour quand même dévoiler vraiment cette vérité. Qu'est-ce qui cloche dans la partie Est de la République? Pourquoi les Congolais doivent toujours continuer à mourir? Je me rappelle très bien le président de la République
au moment où il prenait vraiment pouvoir, je crois en 2018, il avait dit s'il faudrait même mourir pour que la paix revienne dans la partie est de la République, il le fera. Merci. Et il avait promis d'aller installer même le quartier général dans la ville de Goma. Bon, je ne sais pas si ça a été déjà fait, je ne sais pas moi, mais moi je voudrais que le gouvernement qui sera mis en place puisse beaucoup se focaliser sur les problèmes sécuritaires et la population doit vivre dans la paix. Et je pense qu'avec la paix, nous irons quand même loin. Et je suis contre l'ouverture de l'ambassade de l'Ukraine dans notre pays. Parce que quand on voit l'Ukraine, qui soutient l'Ukraine? Qui est derrière l'Ukraine? Déjà, je vois l'ombre des Kagame en train de planer d'abord, de planer sur cette affaire-là. Ça crée vraiment beaucoup d'encre et salive. L'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Si aujourd'hui nous disons non, nous voulons la sécurité de notre pays, nous devons coaliser par exemple avec la Russie et que la Russie est en problème avec l'Ukraine et vous soutenez que l'Ukraine vienne ouvrir ici son ambassade. Moi, je pense que ça, nous devons mettre de côté et préservons vraiment la paix entre nous et la sécurité. Je pense que la paix merci Oscar Loukoussa. En tout cas, merci d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup, Divin Chiswaka. Voilà. Jurel Kassia, c'était une première. Je ne pense pas que ça sera la dernière parce que nos portes vous seront toujours grandement ouvertes. Merci d'avoir pris part à C+ Presse. Merci à vous également. Vous êtes également nombreux à nous suivre, dames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Merci pour cette attention particulière accordée à votre magazine C+ Presse et surtout pour votre fidélité à votre chaîne La Meilleure, Communication Plus Télévision. Merci de le faire. Vous qui continuez à nous écrire, en tout cas, il faut les faire. Comme je l'ai dit, c'est tous les samedis qu'on revient et on lit vos messages et vos propositions et suggestions. C'est tous les samedis. Moi, je vous dis déjà au revoir et on se retrouve prochainement avec le même plaisir.